Ce journal de 7 heures à la une de ce jeudi. Officiers généraux supérieurs, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées nationales, toujours loyales et fidèles au commandant suprême en dépit des problèmes du moment. Ils ont réitéré leur fidélité hier au président de la République. Un acte d'engagement fait au cours d'un repas décor à la Cité de l'Union africaine. Le FARDC ont aussi promis de défendre la patrie et toute la population. Les images à suivre au début de ce journal. Au sommaire également de votre journal, fausse alerte, pas de perturbation sur l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers, contrairement à l'annonce faite par les opérateurs pétroliers. Un accord vient d'être trouvé autour du chef du gouvernement hier à la primature. Le gouvernement prend l'engagement de payer dans le prochain jour les manques à gagner aux pétroliers. Les détails ici dans un instant. Et enfin, des morceaux de corps humains fabriqués, distribués gratuitement au Congo central. Ce sont des prothèses orthopédiques pour toute personne amputée des jambes, des bras et mains. Pour la première étape de cette vaste campagne, 53 patients sont déjà servis à Kimpese, un don de l'hôpital HJ Foundation. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, officiers généraux, supérieurs, sous-officiers, caporaux et soldats des forces armées nationales, toujours loyales et fidèles au commandant suprême en dépit des problèmes du moment. Ils ont réitéré leur fidélité hier au président de la République, un acte d'engagement fait au cours d'un repas décor à la Cité de l'Union africaine. Les FARDC ont aussi promis de défendre la patrie et toute la population, comme nous dit Fanny Kikoufi dans ce reportage. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapiteau de l'Union africaine. Il est 15 h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux, supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue de gala, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekenge a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Recevant cet acte de renouvellement, d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient.
Redevables vis-à-vis de la population, les militaires ont rassuré aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer apolitique, républicaine et légaliste. L'objectif étant encore et toujours la défense des intérêts vitaux de la République. Autre titre annonce à l'ouverture de ces journaux, fausse alerte, pas de perturbation sur l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers, contrairement à l'annonce faite par les opérateurs pétroliers. Un accord vient d'être trouvé autour du chef du gouvernement. La primature, c'était hier au cours d'une grande réunion. Le gouvernement prend l'engagement de payer dans le prochain mois le manque à gagner aux pétroliers. Janine Kalenga, bienvenue au Sala et Julien Piana pour le reportage. Il n'y aura pas de perturbation dans la fourniture du carburant. C'est l'essentiel à retenir d'une importante séance de travail qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants de banques ainsi que de pétroliers. Il était question au cours de cette rencontre convoquée par le chef du gouvernement congolais Samalukonde d'harmoniser les vues et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement, du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Après échange en accord avec les pétroliers, le gouvernement congolais à travers son ministre des Finances Nicolas Kazadi rassure. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que tout prochain jour, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Cette rencontre était d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis à tous les acteurs intervenant dans les secteurs de regarder dans la même direction. Les ministères des hydrocarbures, enfin dotés d'un nouveau cadre organique, ces nouveaux documents définissent clairement les attributions de ces ministères. Il a été remis officiellement au ministre des tutelles Didier Boudimbu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, comme nous disent Cédric Enina, Moke Malouma et Nadine Kiloch. Le ministère des hydrocarbures dispose désormais d'un nouveau cadre et structure organique définissant clairement les responsabilités afin de permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle dans les efforts de développement socio-économique de la RDC. Oui, des travaux de la commission mixte fonction publique hydrocarbures, la signature du nouveau cadre et structure organique par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu permet à cette administration de disposer d'un outil moderne de gestion, relevant les opportunités de travail qu'offre le nouveau cadre organique du secrétariat général aux hydrocarbures. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur le respect de la vision du chef de l'État visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte qui s'est exprimée depuis un peu moins de 5 ans dans notre pays, à travers le président de la République, chef de l'État, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques implémentés, élaboré avec un référentiel des emplois. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à ne pas dépasser. Disposant d'un nouveau instrument de gestion, le ministre des hydrocarbures s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau cadre et structure organique de son ministère qui sert d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Vous savez que nous avons lancé les appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc ça fait que nous avons besoin encore de plus de personnel et des agents qualifiés pour pouvoir nous aider à remonter le secteur des hydrocarbures. Et grâce à ce cadre, ça nous permettra de faire un recrutement responsable qui pourra nous permettre de booster le secteur.
Une mission d'observation électorale de la SADC est attendue à Kinshasa dans les prochaines heures. C'est une demande de l'Union africaine au président de la CENI, Denis Kadima, à échanger sur l'offre avec la délégation de cette organisation sous-régionale. Petit Samba et Géresto Funge pour la suite. À quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, les rencontres entre la CENI et les partenaires se multiplient. Ce lundi 18 septembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu des échanges avec la représentante permanente de l'Union africaine en RDC sur le processus électoral, notamment sur l'envoi d'une mission d'observation électorale sollicitée par l'Union africaine à laquelle la CENI est favorable pour assurer la transparence dans le déroulement des opérations. Nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CENI et monter bien sûr notre programme d'observation des élections à venir. Dans un autre décor, Denis Kadima Kazadi était avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo, conduite par son président national, Maurice Mukandaï. L'entretien était centré sur le rôle que l'étudiant congolais devra jouer dans l'appropriation du processus électoral. Le numéro 1 de la CENI a apprécié à sa juste valeur la démarche citoyenne initiée par la REC, sollicitant une collaboration avec la CENI dans le cadre de la sensibilisation. Entré en action en juillet 2023, à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité général fait de son mieux pour que la communauté estudiantine congolaise soit considérée comme un maillon essentiel dans la consolidation de la paix pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale. Halte aux fake news, à la désinformation, le média congolais rappelé à l'ordre pendant cette période préélectorale. L'appel est du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'a dit lors d'une table ronde organisée par l'Union européenne à Kinshasa. Gaïta Magalano était sur place. Cette table ronde avait comme principal objectif définir les menaces et défis concernant la manipulation et l'ingérence étrangère dans le contexte de prochaines élections présidentielles. Dans son mot, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a loué cette initiative portée par l'Union européenne. Nous sommes à un mois du début de la campagne électorale et qu'il est crucial pour nous de débattre sur ces sujets, notamment de la désinformation, parce que pendant la campagne électorale, il y en aura beaucoup entre adversaires politiques, mais aussi de parler de cette influence étrangère, parce que nous, dans la guerre que nous avons avec le Rwanda utilise beaucoup des trolls et beaucoup d'éléments perturbateurs de l'environnement médiatique congolais, et donc c'est important que les journalistes participent à ces travaux, comprennent le modus operandi et ces dotes des informations permettant de reconnaître ou de combattre toutes les mauvaises informations qui circulent. Et donc nous accueillons plutôt de manière positive cette initiative. Pour sa part, la chargée d'affaires de l'Union européenne a expliqué l'importance de la tenue de cette formation. Pour l'Union européenne, en général, ces questions-là de la désinformation et de la manipulation de l'information est une priorité partout dans le monde. On voit comment ça impacte nos sociétés en Europe, mais aussi ailleurs. Alors on veut accompagner nos partenaires dans l'échange sur le sujet et aussi outiller les acteurs pour mieux faire face aux défis de la désinformation. Elle a par ailleurs précisé que l'Union européenne apporte son accompagnement à la presse congolaise à travers des appuis directs au secteur de médias et aussi aux autorités à travers le CISAC, sans oublier la société civile. L'RDC en deuil, Zakari Badiengila Dine Mwandantsemi est mort depuis hier à Kinshasa, plus précisément au centre hospitalier Nganda, âgé de 77 ans. Le chef de la secte Bundu Diamayala s'en va. Il a perdu la bataille contre sa maladie, contre la maladie qu'il a rongée pendant plus de 4 mois. Le moment fort du combat politique de cet homme, Delouzi, qui a été élu 2 fois député national avec Emmanuela, commissaire Mokantoun. Le Bandundu se redresse, les autres provinces de ce pays vont se redresser et nous allons aller de l'avant. Cette figure emblématique du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, Zakari Badiengila alias Nemwandantsemi, vient de tirer sa révérence à l'âge de 77 ans. Décès survenu au centre Nganda Kinshasa après 4 mois d'hospitalisation selon ses membres de famille. Nemwandantsemi, qui signifie en Kikongo l'esprit créateur, cet ancien député national est né en 1946
au village de Ntsuku Malombo, dans le secteur de Mongoluala, territoire de Luozi, dans la province du Congo central. En 2006, il est élu député national sous les labels de Bundu Diamayala, son parti politique, pour le compte du territoire de Luozi. Il sera réélu en 2011, cette fois-ci dans la ville-province de Kinshasa, circonscription de la Funa. Un illustre personnage avec un combat politique à rebondissement. Plusieurs arrestations en son actif qui l'avaient conduit à la prison centrale de Makala. L'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir l'a pratiquement réhabilité. Ainsi, Nemwanda Ntsemi a bénéficié d'une Jeep, dont du chef de l'État. Dès son vivant, il figurait parmi les leaders politiques qui soutiennent la candidature de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Nemwanda Ntsemi était 6e d'une fratrie de 7 enfants. À l'âge de 12 ans, il est amené à Léopoldville par Bakara Pierre, un proche de la famille. Licencié en chimie, Zachary Badiengi l'a dit, Nemwanda Ntsemi était père de 6 enfants. Il était auteur de plus de 113 livres en français et 120 en Kikongo, dont les Makongo, un livre sacré de la religion Bukongo de près de 1000 pages. Il avait également publié plus de 3300 bulletins appelés Congo Dieto. Une mobilisation à la cause du développement des entités territoriales décentralisées. La première édition de la conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégré s'est tenue dans la capitale. Travaux organisés par le ministère de la décentralisation. Le détail avec Mireille Ndek. Ces assises qui se sont tenues du 16 au 17 octobre dernier est une occasion pour élucider toutes les questions liées à la mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Maître Eustache Mouhanzi Boumbembe, du haut de la tribune de ces assises, a donné des assurances fermes sur cet exercice démocratique. La problématique de 15% de la redevance minière revenant aux entités territoriales décentralisées, vue par mon ministère, se pose principalement en termes de formation et de renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées en vue de leur permettre d'abord de disposer des moyens techniques, humains et matériels nécessaires pour une mobilisation maximale des recettes de cette redevance. Ensuite, l'autre principal enjeu reste celui du suivi de l'affectation des ressources de cette redevance aux différents projets de développement communautaire dans chacune des entités territoriales décentralisées bénéficiaires. L'occasion a été propice pour annoncer la tenue d'un atelier d'encadrement du haut niveau pour canaliser les affectations au profit d'un développement effectif à la base, la gestion de la redevance étant de stricte application. Madame Nicole Toumba-Boacha, qui a clôturé cette conférence au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de travaux et aux conclusions obtenues en rappelant l'importance de l'engagement et de la collaboration de tous les participants pour faire effectivement des ETD le socle de développement socio-économique de la RDC. Et puis, cet heureux anniversaire, 30 ans déjà depuis que l'OADA existe, pour célébrer cette 3e décennie. Un colloque international de 3 jours s'est ouvert à Kinshasa. Les participants vont devoir faire le bilan des projections au cours de ces assises ouvertes par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Plus de précisions avec Chibobet et Ingali Samba. C'est parti pour les 3 jours du colloque international sur les noces de perles de l'OADA placé sous le thème 30 ans de l'OADA, bilan et perspectives. Pour la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a ouvert les travaux, il y a un pas vers des adhésions supplémentaires à l'OADA. À cet effet, je ne peux que saluer l'adoption du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Plusieurs autres allocutions ont été prononcées. La directrice générale de l'école régionale supérieure de la magistrature a présenté l'OADA qui est un modèle original d'intégration juridique. Le président de la Commission nationale de l'OADA, le professeur Roger Massamba, a évoqué les 30 ans de progrès
et de bonne production des normes juridiques. Le barreau de Kinshasa-Gombe est parmi les organisateurs. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la participation des juristes. Plusieurs postes sont à pourvoir. Le secrétaire permanent de l'ERSUMA, le professeur Mayata Ndia Mbaye, en appelle aux inscriptions. J'espère bien que l'on va pouvoir continuer comme ça dans le cadre du renforcement des capacités, continuer comme ça dans le cadre des échanges et pour faire de telle sorte que la sécurité juridique et la sécurité judiciaire puissent être une réalité. Au programme de ces 3 jours d'échanges scientifiques, le bilan des 30 bonnes années de l'OADA pour envisager l'avenir avec sérénité. Des morceaux de corps humains fabriqués, distribués gratuitement au Congo central. Ce sont des prothèses orthopédiques pour toute personne amputée des jambes, de bras et mains. Pour cette première étape d'une vaste campagne, 53 patients sont déjà servis à Kimpese, un don de l'hôpital HG Foundation, comme nous dit Yvette Makontima. Avancer à pas pesant avec une prothèse tout en étant rassuré d'arriver à destination. Cette image qui donne espoir aux personnes amputées d'un membre est une action sociale de la campagne lancée par HG Foundation qui a ciblé dans un premier temps Kimpese dans le Congo central pour venir en aide aux personnes avec handicap ou encore à mobilité réduite. J'ai connu un accident de circulation et ma jambe a été amputée. Je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu pour cette prothèse, une dotation de HG Foundation. Cette distribution gratuite des prothèses orthopédiques a concerné 53 patients éligibles avec comme critère avoir un membre amputé et sans plaie. On a pu recenser 53 patients éligibles puisqu'on avait recensé plus que ça, mais les patients qui étaient éligibles, ils étaient au nombre de 53. Nous sommes retournés à Kin pour la fabrication de prothèses et aujourd'hui nous sommes là pour les vendre. HG Foundation, c'est une organisation caritative qui existe depuis 2016, fondée par M. Harry Kadkani. Le but de cette organisation est d'aider la population vulnérable en leur apportant un soutien médical gratuit. En dehors de Kinshasa et Kimpese dans le Congo central, d'autres provinces du pays pourront bénéficier de ces prothèses orthopédiques. Un programme spécial vient d'être mis en place à la Caisse nationale de sécurité sociale, un programme axé essentiellement sur la formation des agents et cadres. Pour ce premier module, les apprenants ont été outillés autour du thème culture d'une entreprise. Regardez. Dans le but d'assurer une montée en compétences de ces cadres et agents afin de garantir une meilleure productivité dans le service, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis en place un programme spécial de formation de son personnel. 5 modules de formation ont été retenus lors de cette séance organisée dans l'enceinte de la Direction générale de la CNSS, notamment la culture d'entreprise, les principes et méthodes de contrôle de gestion et de procédure de l'audit interne. Cette série de formations dont vous êtes bénéficiaire est le plus grand investissement de la CNSS, car elle permettra à chacun de vous de donner le meilleur de soi-même pour le rayonnement de notre institution. Vous devez donc en profiter au maximum. Le choix du thème « La culture d'entreprise » est d'une importance capitale car le renforcement de la réussite de toute entreprise en est tributaire. La compréhension des éléments essentiels de la culture d'entreprise vous permettra de bien véhiculer au sein de vos services les valeurs, les principes qui nous gouvernent tous et donc dépendent la vie et la survie de la CNSS. Je vous invite donc à être plus assidu et compétitif pour espérer mériter la place qu'il vous faut. La CNSS espère à l'issue de cette session de formation une amélioration qualitative du service au sein de l'entreprise afin de répondre aux exigences de l'Association internationale de sécurité sociale qui tourne notamment autour de la transformation des ressources humaines. L'antenne provinciale de la PROCEM, Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, est désormais opérationnelle dans la province du Nord Kivu. Cette antenne permettra d'identifier, classifier les classes moyennes dans cette province. La cérémonie a été présidée par le ministre des tutelles Désiré Nzinga. D'autres précisions dans ce reportage de Marc Mangasa.
de la PROSEM, Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Goma, est un point de départ du processus de son déploiement sur toute l'étendue du territoire national, a souligné le directeur général de cet établissement public, Pascal Tchello, qui n'a pas manqué de rendre un hommage mérité au chef de l'État pour cette vision. L'Agence pour la promotion des classes moyennes a pour objet l'identification et la classification des classes moyennes congolaises, la promotion des classes moyennes congolaises, la définition et la proposition au ministre des tutelles des mesures anti-déclassement des classes moyennes. À ce titre, il est chargé de réaliser des études approfondies en vue de comprendre la situation des classes moyennes en République démocratique du Congo. Dans son esprit patriotique, le patron de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzingabirianzi, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, a rappelé que la richesse du Congo doit tout d'abord revenir aux Congolais. Nous allons mettre nos intelligences ensemble pour innover, pour inventer, protéger notre nation et nourrir notre population. Nous pouvons de nous-mêmes créer des millionnaires et des milliardaires. L'État est là, les agences qu'on a évoquées ici peuvent accompagner ceux qui commencent par zéro. Le chef de l'État, c'est un grand visionnaire. Il sait que le Congolais est intelligent. Nous nous battons pour l'indépendance économique. La richesse du Congo aux Congolais. C'est dans une très bonne ambiance que s'est terminée cette cérémonie qui a connu la participation de toutes les forces vives de la province et autres autorités politico-administratives. Quelle est la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance ARSP et comment fonctionne-t-elle? Eh bien, des sujets débattus au cours d'un échange à Kolwezi dans la province du Lualaba entre le directeur général de l'ARSP et les entrepreneurs de cette province. Regardons. C'était dans la salle du terrain Manika, ville de Kolwezi, où a eu lieu un échange à bâton rompu entre les entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la sous-traitance venus des quatre coins du Lualaba et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en ce jour de travail dans cette partie du pays. L'objectif est de se rassurer de la bonne vulgarisation de la loi sur la sous-traitance ainsi que de son appropriation par les opérateurs économiques, premier bénéficiaire de celle-ci. Prenant la parole, l'honorable Cachal Miguel a dans son speech salué l'adhésion des Congolais à sa démarche visant la création de la vraie classe moyenne, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les entrepreneurs du Lualaba, vous êtes pour le président de la République. Tunaweza kumpikia Fachi Beton, président de la République mikono. Tulilancer contrôle mon République yote mjima. Nous avons entamé cette mission de contrôle des entreprises œuvrant dans le secteur de la sous-traitance à Kinshasa. Maintenant, nous sommes à l'étape du Lualaba. Notre objectif, c'est de persuader les hommes d'affaires congolais du secteur afin d'être les premiers bénéficiaires des marchés dans ce secteur. S'en est suivi un jeu de questions-réponses dans une ambiance bon enfant. Les participants ont tout d'abord salué l'initiative du directeur général qui lui-même est présent sur le terrain dans cette grande opération de contrôle effectuée dans les entreprises principales. Vu la taille du travail qu'il est en train d'effectuer, c'est quelque chose à féliciter parce qu'auparavant ça n'existait pas et je suis en train de louer l'accompagnement qu'il est en train de prouver auprès des entrepreneurs locaux. Les entrepreneurs présents à cette rencontre ont manifesté leur satisfaction, caractérisée par la proximité et l'oreille attentive dont fait montre le DG Miguel Cachal. Et puis, découvrons ces communiqués nous parvenus de la Cour constitutionnelle. Conformément à la disposition de l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo tiendra le samedi 21 octobre 2023 à 10h, donc dans 48 heures précises, et son audience de la rentrée judiciaire exercice 2023-2024. Cette audience publique et solennelle aura lieu en la salle des congrès du Palais du Peuple. Lors de cette audience publique, sur invitation, le président de la Cour constitutionnelle prononcera un discours doctrinal. Les procureurs généraux près la discours une mercuriale et les bâtonniers nationaux de l'Ordre des avocats de la République démocratique du Congo une allocution faite à Kinshasa le 18 octobre 2023, cellule de presse et communication.
Poursuivons ce journal. La tête de l'Institut national des arts INA entre les mains d'un nouveau comité. Les nouveaux mandataires viennent de prendre possession de leur nouveau fauteuil. C'était hier, mercredi 18 octobre. C'était au terme d'une cérémonie de remise-reprise organisée à quelques semaines de l'inauguration des nouveaux sièges de cet institut supérieur au dépendant. Il s'agit du nouveau directeur général, le professeur Félicien Chimungu, du secrétaire général académique Katoma Kwisako, Jean-Romain Maluengo, secrétaire général administratif, et du secrétaire général à la recherche Théo Maker Kaminard. Le nouveau directeur général s'engage à accélérer le plan de réforme du système d'enseignement préconisé par le gouvernement. Le système LMD a déjà démarré. L'année prochaine, nous allons donner les diplômes aux premiers étudiants. Dans cette réforme, il y a la mention management, le développement et médiation culturelle. Le chef de l'État recourt à la médiation pour résoudre les problèmes de la société. Le chef de l'État va nous doter d'un campus moderne sur l'avenir triomphal, enfin de parler du peuple. Un facteur motivant, le campus moderne qui permettra à l'INAM d'exceller dans la résolution des problèmes de la RDC, ont confié le secrétaire général académique et le DG sortant devenu ambassadeur en Tunisie. L'INA, c'est la seule institution qui organise des enseignements dans les arts du spectacle, mais aussi dans la gestion des entreprises culturelles, sportives et des loisirs. Cette école doctorale, tout le programme a déjà été arrêté et c'est au début de cette année académique que nous allons lancer les activités de notre école doctorale. Depuis 1988, nous avons travaillé dans des conditions difficiles. L'INA, qui fut le martyr du stade des martyrs, l'INA va se reconquérir. Créée en 1968, l'INA compte plus de 15 docteurs à thèse et plusieurs professeurs ordinaires avec des diplômes dissimulés dans différents domaines de la société. Enseignement toujours, et pour finir, sur un total de plus de 1000 candidats et à participer au jury national de ITEM et IEM dans la ville de Kinshasa, seuls 903 candidats ont été proclamés. La cérémonie de proclamation des remises des diplômes a eu lieu le week-end dernier. Encore une fois de plus, redépart. On réussit avec succès sur 1332 participants au jury national de 2022-2023 des instituts de sciences médicales ISTEM ainsi que de l'Institut national pilote des sciences de santé INPES, soit plus de 67% de réussites, tous issus de différentes filières, à savoir les sciences infirmières, les accoucheuses, les assistants en pharmacie, techniciens d'assainissement, la santé mentale, l'Institut national des aveugles INAV et autres. Le deuxième lauréat de la République vient de l'IEM Kinkole, dans la commune de Lancélé. Et pour la revue annuelle d'enseignement des sciences de santé, Kinshasa a pris la première place et elle est la meilleure parmi les 26 provinces de la RDC. La proclamation et la remise des diplômes a été faite par Simon Mabiala, chef de bureau d'enseignement des sciences de santé de la division urbaine de la ville de Kinshasa. C'était en présence de M. Jacob, conseiller et représentant du ministre provincial de la Santé. Il a exhorté le nouveau lauréat à faire preuve du savoir appris. Avant la proclamation, le représentant du chef de division de la Santé, M. Médard, a fait un petit rappel des grandes lignes de ces épreuves du jury national. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou Rubens Kumbu. La partie technique a été assurée par Gédéon Kola, Émile Zola, Alain Galia, Discover Pongo. Merci Joël Piangou. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.